On se retrouve dans un format, on va dire, une manière de nous voir différente. Les gars, moi, j'ai envie de vous poser des questions et le but du jeu, c'est qu'on va un peu dynamiser le truc. C'est-à-dire que vous allez avoir 1 minute à chaque fois pour répondre. Et si jamais je dois vous couper, je le ferai. Est-ce que ça vous va ou pas? Parfait. Ça me va. Guillaume, il répond comme ça me va. Est-ce qu'on peut dire à Guillaume d'enlever ses lunettes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh putain. T'as la ref, Oh mon Dieu, oui. Très peu le rond. Ok. Du coup, je prends mon timer et c'est parti. Minuteur, 1 minute. Hugo, tu vas avoir 1 minute pour pouvoir nous expliquer les 3 erreurs que tu as fait dans le trading. Les trois erreurs? Exact. Tu me dis quand tu lances le chrono? Quand tu veux. La première erreur que j'ai fait, c'est de négliger le fait d'avoir un plan strict et de vraiment le suivre. La deuxième erreur, c'est que j'ai négligé le fait de m'intéresser à la fondamentale. Et la troisième erreur, c'est de faire du revenge trading encore et encore et encore et encore en me disant à chaque fois non mais cette fois-ci c'est différent. Ok, super intéressant. Pour toi, Tom, t'as fait quand même beaucoup d'argent pour une personne de ton âge. C'est-à-dire Et on va aller sur un point en particulier, c'est la crypto. Pareil, en 1 minute, les 3 erreurs que t'as fait en crypto, qui t'ont peut-être coûté beaucoup d'argent. Les 3 erreurs, c'est au début d'investir sans vouloir me former. La deuxième, c'est d'avoir l'envie de gagner plus, parce que dans les moments bull run, le halving, tu gagnes. Enfin, tout dépend ce que tu as investi. Un gros disclaimer, les gains passés ne représentent pas les gains futurs. Mais j'ai gagné rapidement de l'argent. L'espace de 6 mois, je me suis créé un gros capital. De ne pas vouloir sortir en fait de ce moment-là, parce que tu penses pouvoir faire plus. Et troisième chose, c'est d'écouter des experts en fait dans ce domaine-là, qui eux te permettent d'avoir une expérience beaucoup plus reculée, d'avoir des moments où ils ont échoué aussi beaucoup. Et j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, je pense, dans des moments comme ça. Ok, top. Guillaume, moi je vais te poser une question que tout le monde se pose. Moi je suis dans ton entourage proche. T'as combien sur tes comptes en banque? Non. Moi je suis dans ton entourage proche, mais je sais qu'il y en a énormément qui se posent cette question-là. Si aujourd'hui tu fais autant d'argent, pourquoi t'es pas propriétaire encore, par exemple, d'une maison et actuellement t'es encore locataire? Je sais que la réponse va être super intéressante, parce que moi je sais pourquoi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question. Ok. C'est effectivement une très bonne question et j'ai pas beaucoup de temps pour y répondre vu que j'ai qu'1 minute. Exact. C'est ça? Ok, je vais pas donner la solution. Je vais plutôt parler de la problématique et de comment je l'analyse. Pour moi, il va y avoir la plus grosse crise financière qu'il y aura jamais eu depuis 1929, qui va exploser la crise financière des années 2008 ou même des années 2000. Et actuellement, ma stratégie, elle est évidemment basée, comme quasiment chaque individu, sur la diversification. Qui dit diversification dit aussi avoir de la pierre et de l'immobilier. Je le fais de plusieurs manières différentes, mais pas en étant dans l'immobilier locatif ou tout simplement en étant proprio. D'accord ? Moi, j'ai optimisé et capitalisé sur le fait de développer un maximum mon industrie et mes business pour faire en sorte de créer un maximum de cash flow, me diversifier autour de ça et attendre le moment avec cette crise financière pour au fait utiliser les plus grosses opportunités qu'elle va créer et pouvoir acheter massivement comme si on était au Monopoly, parce que je me démarque comme un 0,1% de la population qui a les capacités financières de racheter toutes les erreurs des gens qui ne se sont jamais formés ou qui ont absolument jamais regardé ce qui allait arriver. Et ça va arriver. Méga intéressant. Je sens que ça va être très sympa, les petites questions comme ça. Moi, j'ai une petite question. Ok. En 1 minute. Ça fait un petit moment déjà que tu es dans l'entrepreneuriat, Exact. dropshipping, marketing relationnel, tout ça. Depuis ce temps-là, tu as eu beaucoup et tu as fait beaucoup d'erreurs, comme chaque personne qui sont ici assis aujourd'hui. Pour toi, quelles ont été, on va rester sur le 3 points, du coup, quelles ont été les 3 plus grosses erreurs qui t'ont fait grandir? Pas qui t'ont fait échouer, mais qui t'ont fait comprendre que, heureusement que tu es passé par là. Question super intéressante. La première, je dirais, ça a été ma communication. Donc ça, du coup, ça revient sur l'époque où j'étais un petit con. Et peut-être qu'aujourd'hui, parfois, ça m'arrive encore de l'être. Hein, et c'est pas mauvais, on évolue. Ça m'a énormément appris, et surtout avec toi. Du coup, donc ça tombe bien que tu me poses cette question-là. Deuxième grosse erreur, c'est ma gestion d'argent. Ça veut dire que à 19 ans, j'avais calculé. À 20 ans tout pile, je faisais plus que 99% des Français.
par mois. Et du coup, forcément, l'argent, il m'a cramé le cerveau à ce moment-là. Et la troisième plus grosse erreur, je dirais, pendant très longtemps, ma première année de business sérieux, en fait, je travaillais pas sur moi. Je travaillais sur mes compétences, mais je travaillais pas sur ma personne à moi. Donc, voilà. Du coup, on enchaîne. Hugo, je pense que c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Tout le monde veut faire de l'immobilier. Tout le monde a envie d'avoir un appart. Tout le monde a envie d'avoir une maison. La question que je vais te poser, c'est, selon toi, pourquoi les gens se mettent un voile sur les yeux quand ils se disent à 19 ou 20 ans, je vais mettre de côté ce que je gagne pendant peut-être 3, 4, 5 ans pour acheter un appart ou une maison d'ici 6, 7 ans. À quel point pour toi, ils se mettent un voile sur les yeux et pourquoi? Waouh, en 1 minute? Ok, Ouais. let's go, c'est un beau challenge. Le premier point, déjà, parce qu'ils connaissent que ça. Déjà, je pense qu'en France, l'investissement immobilier, c'est vraiment celui qui rassure le plus les gens. Contrairement même à un investissement qui peut être l'assurance vie, qui va être beaucoup plus classique, mais ce qui rassure le plus les gens, c'est l'investissement immobilier, parce que c'est celui que tout le monde connaît. Nos grands-parents en faisaient, nos parents en font, etc. Donc, c'est ce qui rassure les gens. Le deuxième point, c'est que pour eux, c'est beaucoup plus concret, je pense, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent voir, et donc ça donne une notion un peu plus rassurante toujours. Je pense que c'est le mot en fait qui suit vraiment la raison, l'explication, c'est vraiment que c'est plus rassurant. Et je trouve pas ça forcément bon, parce que ça handicape beaucoup par la suite, parce que si tu te bloques à 19-20 ans en t'endettant sur 20 ou 35 ans derrière avec un investissement immo, c'est pas forcément le plus intelligent. Mais voilà, je dirais que basiquement c'est vraiment pour se rassurer, parce que c'est ce qu'ils connaissent le plus et parce que c'est ce qui est le plus, entre guillemets, palpable. Ok, top. Du coup, moi, la question que j'ai à te poser, Guillaume, en 1 minute, c'est quoi les red flags pour un business douteux, voire scam? C'est exactement celui que j'ai posté il y a un peu plus d'1 an, au moment où je dénonçais les prochains Ponzi qui allaient sortir. Et devine quoi, entre-temps, ils sont exactement sortis, mais surtout, ils ont explosé au grand jour. Dans le lot, il y avait aussi Omega Pro, d'accord? Et au fait, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre que c'est très facilement repérable. Voici les red flags. La première chose, c'est un business qui a accès à ton capital, mais qui pourtant n'est pas réglementé, n'est pas régulé, n'est pas autorisé à le faire au passage. On fait travailler ton argent pour toi. De grandes phrases comme ça. Tu n'as rien à faire. C'est automatisé. Tu as des retours à plus de 100%, 200%, 300% automatisés sur tant de mois. Ton capital est bloqué, fais confiance. Ou alors, tu as des rendements un peu mirobolants toutes les semaines ou tous les mois, etc. T'inquiète, c'est sûr, des gens l'ont déjà fait, ils ont déjà été payés avant toi sans rien faire, ils ont même pu justement remettre encore une fois leur argent. C'est le principe même du fonctionnement d'un Ponzi. C'est payer les premiers pour créer la preuve sociale et justement le bouche à oreille qui fait grimper le mensonge jusqu'au jour du braquage. Plus t'accumules les clients, plus t'accumules le bouche à oreille, alors que c'est basé sur un mensonge, sur le haut justement de ce schéma-là, plus tu vas pouvoir attirer des personnes qui diront oui, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait. Vu que c'est des personnes d'influence ou autres, les gens vont le croire. Il n'y a aucun vrai service, ça n'est pas tangible. Tu vas avoir des promesses multiples, moins de 2-3 ans d'existence, toujours des grands pré-lancements, du lancement de je sais pas quoi, alors que ça fait la 11e, 15e société de ces mêmes personnes, donc la réputation aussi de ces gens-là. Les dirigeants qui sont douteux, le site internet qui est douteux, tu vas avoir le siège social qui est inexistant ou la masterclass, le paradis fiscal, et il y en a encore bien d'autres. Mais je pense qu'en gros, tout le monde l'aura compris. 100% des business models de ce type ou qui accumulent ces red flags qu'on a vus à travers le temps ont tous, sans aucune exception, fini en scam. À partir de là, il faut que tu retiennes 2 choses. Quand tu vois un de ces business models, tu dois crier au scam. Quand tu reconnais une des personnes qui l'a fait plusieurs fois, tu dois la fuir ou la dénoncer. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Du coup, Greg, moi j'ai une question pour toi. D'où ça vient le métro, boulot, dodo? Ok. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que en 1930 et quelques, il me semble que c'était, j'ai plus le nom du président, mais président des États-Unis qui va en Allemagne pour regarder ce qui se passait du coup dans les écoles, et il voit du coup que Hitler, à ce moment-là, avait décidé de faire une réforme vis-à-vis de l'école. Ça veut dire que il y avait un conformisme, c'était bien précis, etc., etc.
Et au moment même où il voit ça, il se dit c'est incroyable. Il revient aux États-Unis, il décide de faire une conférence pour justement le pays. Et c'est une phrase que vous pourrez retrouver du coup sur Internet. Je veux créer une nation de travailleurs et non de penseurs. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est vraiment, on va dire, les origines du métro boulot dodo. Et finalement, si tu regardes dans le passé, t'es capable de citer énormément de personnes qui ont fait des choses incroyables, que ce soit dans l'art, le sport et que sais-je. Si tu regardes aujourd'hui en 2023, tu peux pas citer autant de personnes qui ont été, on va dire, des virtuoses dans leur domaine. C'est aujourd'hui, tu peux citer des Victor Hugo, tu peux citer des Émile Zola, etc., etc. Mais aujourd'hui, t'en as plus autant. On parle tout le temps des mêmes personnes. On parle de Elon Musk, on parle de Amazon, Facebook, Google, etc., etc. Mais c'est plus autant de personnes qui vont justement penser réellement. Et ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, c'est l'impression que j'ai, c'est que t'es pas noté à l'école par rapport à ta compétence à comprendre, mais plutôt ta compétence à faire du copier-coller. Moi, ma question, elle va être pour toi, Tom. On s'est rencontrés il y a maintenant l'équivalent de 5 ans. Quand je t'ai rencontré, tu étais quelqu'un de très timide, introverti, tu avais une certaine dyslexie, du mal à t'exprimer en public, tu fuyais même cette responsabilité. Et à l'heure actuelle, on dirait qu'on parle littéralement pas à la même personne. Tu as expliqué devant des milliers de personnes, tu es devenu à l'aise à l'oral, tu formes du monde autour de toi. Comment t'en es arrivé là ? Très bonne question. Moi, j'ai 2 gros points. Je pense le premier point, la chose qui m'a permis le plus d'évoluer sur mon élocution, déjà ce que je pense c'est très important aujourd'hui si tu veux être à l'aise à l'oral, la lecture. C'est un gros point aujourd'hui qui m'a énormément aidé. Comme j'ai une certaine dyslexie et trouble de l'attention. Le plus gros problème pour une personne comme ça, c'est de se caler sur un livre et de lire. Mais j'ai appris une chose, c'est que dans un livre, tu as plus de 3000 mots différents, alors que dans une télé-réalité, dans un épisode, je crois que tu as 250 mots au maximum. Et c'est ça qui est fou, c'est que je me suis mis à lire. Et si je peux donner un conseil sur la lecture, t'ouvres ton livre à la même heure tous les jours. C'est-à-dire que c'est une certaine habitude que tu vas pouvoir te créer. Et c'est ce qui m'a permis de lire plus de 45 livres. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé vraiment sur mon élocution. Et le deuxième gros point, ça a été la sortie de zone de confort. Parce que, comme tu as dit, le plus dur, c'était de parler devant des personnes. C'était en me mettant dans certaines conditions comme ça, à parler devant des personnes, qui m'a permis de devenir à l'aise. Et je l'ai parlé tout à l'heure de l'habitude. À force de faire les choses, en fait, t'as plus peur. Et hier, par exemple, on a fait une conférence devant plus de 1000 personnes. On m'a édifié pour que je devais faire une formation de 20 minutes. À aucun moment, j'ai eu un stress. Quand tu m'édifies et que tu me dis, voilà, c'est Tom qui va passer devant plus de 1000 personnes, parce que j'ai l'habitude de le faire. Aujourd'hui, quand je fais mes lacets, j'ai plus de stress à faire mes lacets. Aujourd'hui, quand je conduis, je réfléchis même plus à mettre un clignotant ou autre parce que j'ai l'habitude. Et je pense que c'est 2 grands points là. Donc, la lecture, beaucoup. Alors, ne pas lire pour lire. Et de 2, la sortie de zone de confort. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le. Du coup, j'ai une question pour toi, Hugo. T'as fait beaucoup d'argent en trading. Et tu t'es fait scam littéralement 1,5 million d'euros, sachant que tu avais un gros objectif avec ça. Comment tu as réagi, que ce soit émotionnellement, comment tu as rebondi face à ça, face à cette aventure pas très agréable? Déjà, au début, tu peux pas réagir bien. C'est pas possible. C'est même la personne la plus calme et sage au monde. Tu peux pas réagir forcément de manière positive au début. Donc ça a été très difficile. Et je pense que ça a été par étapes. Au début, c'est d'abord se rendre compte. Donc faire état de ok, ça s'est passé. Ensuite, t'es en colère. Ensuite, t'es triste. Et après, t'acceptes. Et je suis vraiment passé par toutes ces phases. Mais je pense que, et ça, j'en avais parlé avec Guillaume quand je l'avais eu au téléphone et parce que ça, j'ai mis 2 mois à lui dire quand même, à lui avouer, que ça m'était arrivé. Je me suis dit à un moment donné, ça arrivait parce que ça devait arriver. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est passé. Donc, je pouvais pas revenir dessus. La meilleure façon pour moi d'avancer, c'était de me dire, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, c'est que je méritais pas d'avoir cette somme, ou j'étais pas prêt pour cette somme. Et le deuxième point, c'est si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Parce que j'avais pas volé cet argent, j'ai pas créé cet argent, j'ai pas eu un coup de chance. Et si je l'ai fait une fois, c'est que je peux le refaire. Donc d'abord accepter, ensuite se dire ça devait arriver comme ça. Et en règle générale, s'il se passe quelque chose de mauvais, c'est qu'il y a bien mieux derrière. Donc si tu t'arrêtes à quelque chose de négatif, ben tu t'arrêtes sur quelque chose de négatif et tu pourras raconter que du négatif. Si tu regardes ce qu'il y a derrière, souvent c'est du positif. C'est après la pluie vient le beau temps. Le mal c'est au service du bien. C'est exactement ça. Et Guillaume, il aime bien dire les films où il n'y a pas le début, il commence bien. Le milieu, il y a une dinguerie qui se passe. Puis ensuite, t'as le héros qui arrive et que sais-je. En réalité, c'est un peu la même histoire. C'est juste que
T'es en train de terminer le film actuellement. Et puis même quand tu regardes aujourd'hui 100% des gens qui veulent entreprendre, 100% des gens qui veulent faire des trucs différents, quand tu regardes une interview d'un entrepreneur qui a réussi, etc., ce qui te challenge, c'est pas forcément combien il a réussi, toi tu t'en fous, c'est sa réussite à lui. Toi, ce qui t'intéresse, c'est comment il s'est pété la gueule, combien de fois il a échoué, combien d'argent il a perdu, combien de murs il s'est pris, combien de refus il s'est pris, pour que tu te dises ah mais en fait ce gars il est comme moi, genre il échoue comme moi, sauf que juste lui, il a réussi à avoir le cran d'aller au-delà de ça, et lui il est à l'étape d'après. Moi j'en suis encore à me prendre des murs, et du coup de voir que lui il s'est pris autant de murs que moi, et que maintenant il est de l'autre côté, c'est qu'il y a un autre côté. Et du coup, ça t'intéresse beaucoup plus de voir quelqu'un qui a échoué avant de réussir que quelqu'un qui a juste tout réussi. Ça t'intéresse pas, parce que tu peux pas t'identifier à quelqu'un qui a tout réussi. Exact. Greg, ça fait un petit moment déjà que tu bâtis une certaine culture au Tiré de Young. Et aujourd'hui, t'es dans cette filiale, t'as créé ta filiale dans le monstre de l'industrie de l'éducation financière qui est IAM Master Academy. La question, c'est quoi ta vision ? La vision que j'ai aujourd'hui, elle s'agrandit de jour en jour, mais très clairement, j'ai envie d'impacter des milliers et des milliers de vies. J'ai envie de laisser un héritage derrière moi et que les gens se disent, peut-être dans 5 ou 10 ans, j'ai été dans Retiré de Young. Et ça a aidé tellement de familles, ça a aidé mon frère, ça a aidé ma sœur, ça a aidé telle ou telle personne, ça m'a aidé moi. Et je vais te parler peut-être d'un rêve trop fou, mais il y a que les plus fous de ce monde qui ont réussi à justement le bâtir. Moi, j'ai cette vision, quand je ferme les yeux, de me dire, peut-être qu'un jour, il y aura un campus à IAM Master Academy, peut-être qu'un jour, il y aura une tour spartiate, peut-être qu'un jour, il y aura, que sais-je, une école Retiré de Young, et que, ce soit le truc genre futuriste, et que, à 18 ans, on ne te propose plus, est-ce que tu vas aller sur le marché du travail, ou est-ce que tu as envie d'aller continuer tes études, mais qu'on te propose une troisième option, est-ce que tu veux démarrer IAM ou Retiré de Young ? Je suis peut-être trop fou à me dire ça, mais en réalité, ça vient juste de Guillaume et d'une discussion qu'on a eue à l'époque, et on était tous là, lorsqu'il avait dit, lors d'un rendez-vous P2000 et plus, c'est là où mes yeux se sont ouverts. En fait, ma vision, elle était comme ça jusqu'au moment où il dit ça, et ça a fait comme ça. Il m'a dit, les gars, je sais pas dans combien de temps ça se fera, mais un jour, on fera un truc à la Tony Stark, avec une tour spartiate. Ouais. Et là où je me suis dit, genre, je me rappelle de ce moment-là, j'avais regardé tout le monde, on était comme ça, on se disait, de ouf, putain de merde. Ouais, ça me parle. Et du coup, on en revient avec cette histoire de les gens qui te rejoignent pour la vision sont là avec toi pour les prochaines années, dizaines d'années, etc. Donc ouais, c'est vraiment ce truc-là qui me fait vibrer, et je pense que si ça me fait pas vibrer, je vais pas le faire. Donc je suis convaincu au plus profond de moi-même, et même si ça doit être dans 1 génération, 2 générations, 3 générations, ce sera un héritage. Et je préfère mourir en laissant un héritage derrière moi que mourir avec un portefeuille à l'intérieur de moi. Grégoire, jamais. Du coup, Guillaume, moi j'ai une question pour toi, parce que je sais que t'es resté silencieux vis-à-vis de ce sujet, mais je sais que t'as ton avis. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui créent du contenu via des podcasts ou via du contenu hyper quali sur les réseaux sociaux depuis ces derniers temps, et il y a vraiment une recrudescence de ça en rapport avec le trading, et qui essayent un peu de soit de vendre, soit de convaincre les gens avec leur manière de trader, comme s'il y avait une stratégie miraculeuse, quelque chose un peu que eux seuls avaient, et que c'était la solution. Qu'est-ce que tu en penses de ça, un peu de cette recrudescence ces derniers mois ? Ok. Alors je vais répondre simplement. Ça veut dire qu'effectivement, jusqu'à maintenant, j'avais rien dit. À partir de maintenant, je suis sur ce podcast, donc je vais parler français parce que c'est comme ça, et que je n'ai pas envie de me faire d'amis. Je m'en bats les couilles. Au fait, pourquoi j'avais rien dit ? Parce que business is business, tu vois. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui créent un contenu ou qui aujourd'hui partagent leur manière de faire du trading, et qui peuvent trouver des personnes qui veulent apprendre le trading avec eux de cette manière-là, mais pourquoi, au fait, j'en voudrais à quelqu'un de faire ça, dans le sens où aujourd'hui, moi-même, je suis rentré dans une académie qui partage une vision similaire, qui éduque les gens financièrement et qui propose, non pas une, mais différentes stratégies de trading avec différents types d'éducateurs, du court terme, du moyen terme, du long terme, bref, et qui, justement, est capable de partager cette vision et donc de vendre cette vision par rapport aux gens que ça intéresserait. Finalement, business is business. On
on a la même vision et on partage tous de l'investissement, du trading, de l'éducation financière. Et en plus de ça, chacun de manière différente. Mais c'est devenu problématique à un moment donné, c'est que j'ai remarqué qu'au fait, à force de pas parler, il y a pas mal de personnes qui ont pris la confiance. Et à force de prendre la confiance, ils se sont dit, si on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on a un micro. Moi, je vous dis, ça c'est des conneries. Je pourrais très bien être quelqu'un qui a aucune expérience, qui a pas de wallet, qui a pas de feuille d'impôt, qui a rien du tout. Tu m'écoutes parce que je me prends un podcast. Au fait, tu peux en faire un aussi simple que ça. Et au final, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se sont enflammées derrière un micro à se dire, tiens, parce que je suis ici, je vaux ça. Et à un moment donné, à travers ça, c'est toujours pas grave si c'est ce qu'ils ressentent. Mais c'est les mots qu'ils ont commencé à mettre, ou alors par exemple des gens sur Instagram, ou des gens sur TikTok, ou des gens sur des canaux Telegram qui se sont dit finalement, on va commencer à arrêter de vanter notre business, mais on va commencer à cracher sur la gueule de tous les autres business models pour vanter notre business. Et ça, pour moi, c'est un problématique parce que tu peux dénoncer un scam, ça, c'est pas un problème. Moi-même, j'adore ça. Par contre, quand tu commences à dire qu'un business model que tu sais qui fonctionne, voire même parfois à cracher dans la soupe, en disant oui, mais je crache pas dans la soupe, tu vois, et que tu dis objectivement, tout ça, c'est de la merde par rapport à nous parce que ça, mais nous, c'est ça, et que tu dis que les plus. Non, les amis, moi, je vais vous dire un truc. Dans mon business model, il y aura forcément des plus, il y aura forcément des moins. Et c'est avec ça que, justement, on travaille. Dans chaque business model, il y a des plus, il y a des moins. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce business model plutôt que lancer ma propre formation d'éducation financière, mon propre truc? C'est parce que en 10 vies, j'arriverai pas à créer ce que, par exemple, les fondateurs de cette académie ont fait. J'arriverai pas en 10 vies à recruter les 100 traders à travers le monde qui ont les résultats de malades qu'ils ont. Je n'arriverai pas à pouvoir démocratiser court terme, moyen terme, long terme, forex, matières premières, stock options, crypto, etc. Même si j'avais les meilleurs contacts, parce que la vérité, c'est que les gens vont cibler d'autres industries en disant c'est pas bien, mais ils se la tuent en backstage pour essayer de récupérer des gens de ce même type d'industrie pour les mettre à l'intérieur de leur contenu de formation où ils sont en train de créer des trucs qui, en définitive, vont donner parfois un motion, vont donner parfois quelque chose comme un site internet. Tu vois, c'est la révolution. On a créé un site internet. Ça fait 2 ans, on a lancé notre projet. Et frérot, on en a un site internet, ça fait 10 ans. On a tous les traders que t'as pas. On a tous les trucs que t'as pas. Et il y en a, là où ça me pose problème, c'est qu'ils vont commencer à dire on a la stratégie miracle. Donner un nom, des brandings, des ceci. Jusqu'à là, c'est pas un problème. Il a une stratégie, il a un nom. C'est un kiff, c'est cool, c'est lourd, tu vois. C'est nice. C'est le but. C'est nos éducateurs aussi, ils font ce genre de choses. Mais nos éducateurs ne tirent pas sur les autres éducateurs en disant parce que tu fais du long terme alors que je fais du court terme, ce que tu fais, c'est de la merde. Parce que je fais du price action, si tu fais de la SMC, c'est de la merde. Et toi, parce que si tu fais de la SMC, le price action, c'est de la merde. La vérité, ils le savent très bien. Parce que tous les traders qui ont un tantinet, un grain dans le cerveau, le savent. Le trading, c'est le marché qui décide. Et dans le marché, il y a différents types d'individus qui le tradent. Tous les petits poissons, ils sont juste là dans la cour des grands. C'est des gouttes d'eau dans l'océan. Et tout se passe vis-à-vis des poids lourds. Ok, les petits poissons, ils surfent sur ce qu'ils peuvent surfer. Quand il y en a un, il te dit, je trade ce que les banques trade, etc. Poto, t'es pas le seul à avoir regardé la SMC ou n'importe quoi. Va, au lieu de regarder, d'être matrixé uniquement parce que tu vois de positif, va regarder tout ce qu'il y a de négatif. Ouais, mais le price action, c'est incroyable. Je fais moi-même du price action. Je sais tout ce qu'il y a de positif et je sais ce qu'il y a de négatif à l'intérieur. Oui, mais la crypto, ça se trade comme ça. Non. Au fait, 100% des gens qui ont une stratégie qui leur a permis de devenir rentable à un moment ont raison. Et le moment où ils ont tort, c'est le moment où ils se pensent au-dessus de certaines stratégies. Parce que le marché, tu vas gagner une semaine, c'est pas vrai. Le marché te fait gagner une semaine sur ta stratégie. Parce que la personne, techniquement parlant, qu'il est en train de faire gagner, c'est toi. Il y a des personnes sur des tendances illogiques qui montent au possible. C'est des personnes qui tradent des moyennes mobiles, par exemple. Ils tradent uniquement les retouches de moyennes mobiles. Et avec des moyennes mobiles, ils sont capables de faire des 5, 6 chiffres, d'exploser des scores. Et t'en sais quelque chose, je te l'ai moi-même appris. Et moi-même, j'ai performé là-dessus. Et les gens sont tous à gueuler. Et à ce moment-là, t'as juste à regarder trading technique, une moyenne mobile, sur une décision de la Fed, donc regardez un peu le fondamental et allez regarder psychologie des masses sur du trading social type Twitter ou eToro. Et tu vois, les gens disent, je comprends pas, l'euro JPY devrait descendre, non, ou alors l'USD JPY, comment ça se fait qu'il fait que monter? Et plus les gens gueulent, plus tu dois continuer à la hausse parce que ça va pas s'arrêter. Les gens qui attendent tout le temps, par exemple, de se dire, c'est que les principes SMC qui vont me faire gagner. Moi, je vais vous dire un truc. Quand la SMC gagne, très souvent, les price action perdent ou n'ont pas les opportunités. Quand la SMC est en train de perdre, très souvent, c'est les price action qui sont en train de gagner. Et la réalité des faits, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est gagnant, l'autre est perdant.
Donc tu peux être chaud pendant 1-2 semaines, etc. à gagner et t'enflammer. La seule chose que tu es en train de faire, c'est gonfler ton ego pour bientôt cramer ton compte, commencer à faire des pertes ou alors tellement t'enflammer que tout l'argent que tu vas commencer à gagner dans cette psychologie, à un moment donné, il va t'être retiré. Et dans le sens inverse, quand tu commences à tolérer le fait que moi je suis en price action, tu vois. J'ai regardé toutes les différentes manières de trader. Vous le savez, j'ai monté des comptes d'une belle façon avec plusieurs stratégies différentes d'IAM parce que j'étais pas fixé sur ce que je pensais, mais sur ce que les mecs qui avaient les résultats que je voulais faisaient, comment ils le faisaient, et j'étais ouvert d'esprit à entendre comment ils le tradaient. À partir de ce moment-là, je suis une éponge, je le mets en pratique. Je l'ai fait, j'ai trouvé ce qui me correspond le mieux. Et je fais du 80-90% de price action avec un 10% de tête de SMC. Je regarde des zones. Je ne suis pas un Picasso, mais quand j'en entends dire « oui, mais le trading, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », les traders les plus riches que j'ai rencontrés, les plus riches, sont des traders où il y a 2-3 lignes sur le graphique qui sont des price action. Ne viens pas me dire que le price action c'est de la merde. Il y a des gens qui disent les formes graphiques ne marchent pas. Va dire ça à un price action sur des zones à trader où tu vas mélanger avec ça des englobantes et des étoiles du matin au bon moment. Pour comprendre qu'avec les bonnes confirmations, les retests et la bonne divergence sur un indicateur, ça ne marche pas alors que le mec t'a sorti plus de 11, 17 millions, 27 millions pour certains et tu vas lui dire ça marche pas? T'as quel ego pour dire ça? Ça veut dire que quand j'entends quelqu'un dire ça, la vérité c'est qu'il est en train de manipuler les gens. Il est en train de jouer avec leur crâne. Il est en train de dire ouvertement « Ouais, nous on était ici mais on n'a pas appris le vrai trading. » Eh frérot, genre quand j'entends ça de gens qui à un moment donné étaient dans notre industrie qui disent « J'ai pas appris le vrai trading », j'ai juste envie de dire « On connaît les gens qui étaient dans notre industrie. On les connaît un par un, tous sans exception. Et c'est pareil, les gens qui disent « J'ai arrêté l'industrie du trading dans le networking, blablabla. » On les connaît aussi. J'en ai jamais vu un qui est parti au top de sa forme, dans son ascension fulgurante, avec ses comptes de trading qui étaient en train d'exploser, et son Chairman 50, 500 qui est sorti. Je les ai plutôt tous vus arrêter au moment où ils ont perdu des positions, étaient en phase 4, étaient en train de trouver des side business ou des trucs en se disant purée, j'ai pas le courage de refaire blablabla. Et en trading, quand on les connaissait, à ce que je sache, c'était pas des monstres, loin de là, voire ils s'étaient jamais formés. Ou alors on leur disait mais il serait temps que t'apprennes, oui mais frérot, moi je suis plutôt là-dedans. Et le jour où d'un coup ils décident qu'ils s'abandonnent, ils vont décider que ces industries ne marchent pas parce que eux ils se sont abandonnés. Et ben en fait gros, c'est ton choix et moi je peux fermer ma gueule autant que je veux sur le fait que je respecte les business de tout le monde, je m'en bats les couilles. Mais par contre avoir des ennemis ça me dérange pas, plus j'en ai, plus je suis chaud. Donc aujourd'hui je le dis ouvertement, t'as envie de poster ça sur YouTube, Instagram, réel, internet, n'importe quoi. Moi je viens avec mes avocats, mes fiches d'impôts, tout ce que tu veux, on se rend compte, il y a zéro problème. Mais le délire c'est que les mêmes personnes elles sont là et elles vont te parler de ce qu'ils ont fait en 2017, en 2018, en 2019. Mes 2 premières années, j'ai perdu de l'argent en trading et je n'ai aucun problème. Les gens, ils te racontent une vie, elle n'est pas la réalité à plein de moments. Ils te font des extrapoles d'histoires qu'ils n'ont pas vécues pour te dire que ça s'est passé comme ça et derrière, ils dézinguent les industries qu'il y avait à côté et ils vont dire, et pour toutes ces raisons qui font que c'est de la merde, c'est moi, et ensuite ils vont dire, mais bon, après, je dis ça, j'ai pas de problème contre. C'est comme les gens qui vont scammer 1, 2, 3, 15, 10 fois, enfin 10 fois, 15 fois, et qui vont relancer un business, mais en disant, cette fois-ci, j'ai monté mon business, donc je viens pas participer à ça, je relance le mien, donc l'ardoise est effacée. Même si j'ai arnaqué 15 fois des gens, cette fois c'est bon. Non, poteau, on sait tout ce que t'as fait, et si tu commences à faire trop de bruit, t'inquiète, Guigui, il est là, y a pas de souci. Donc à un moment donné, tu vois, peut-être que je me suis jamais positionné jusqu'à maintenant. La seule chose que j'aimerais dire, c'est, aujourd'hui, le respect, c'est primordial. Et donc, soit tu respectes les gens qui travaillent et qui font la même industrie que toi, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression que qui que ce soit est tiré. Même aujourd'hui, là je suis en train de dégainer un peu, est-ce que j'ai balancé un nom ou même une société? Non. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des gens qui commencent à prendre un petit peu feu et à se dire, nous on peut le faire. À partir de ce moment-là, ça veut dire que le respect il est en train de se perdre. Et quand le respect il se perd, faut pas t'attendre à mettre une action sans qu'il y ait une réaction. Donc, si j'ai accepté un podcast alors que j'en ai refusé 15 jusqu'à maintenant, si ce n'est plus, c'est parce que je fais jamais rien par hasard. Et jamais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui captent pas un truc, c'est que tant qu'il y a du respect en business, tout le monde peut avancer en business. Quand il y a une stratégie qui marche, tant mieux pour eux. Mais viens pas dire que nos stratégies marchent pas, ou alors que nos éducateurs sont pas ceci, ou que vas-y, viens installer ton éducateur qui pose son cul à côté de nos éducateurs, et on ouvre les comptes et on compare, tu vois. Il y en a, ils vont dire, le nôtre, il est chaud parce qu'il a fait 6 chiffres, le nôtre, il est chaud parce qu'il a fait 1 million. Mais attends, tu connais vraiment nos éducateurs, tu connais leur backstage, tu connais ce qui se passe sur leur wallet, t'as eu les discussions que nous, on a à côté d'eux, tu les connais même pas, tu les juges et tu viens dire ça? Viens poser ton cul avec eux directement. Viens comparer si aujourd'hui t'es pas content, il y en a, ils vont te mettre à terre et tu vas remettre en question tout ton business model parce que tu dis, mais attends, ça c'est indécent.
Si je commence à connaître, par exemple, Mike Sotero, il y en a, ils disent, ouais, non, le swipe coin, copier-coller. Evan Cabral aussi. Hein. Ils vont ouvrir un swipe coin. Genre, par exemple, là, il y a eu 10 alertes qui étaient bonnes sur 11. Ils vont dire quoi maintenant? Nick Gomez, il s'est pas tradé. Tu sais combien il y a de chiffres sur les millions chez Nick Gomez? Est-ce que tu regardes ses stories? Est-ce que t'es dans ses stories privées? Tu le connais? Non. Et t'es là et tu dis que toi, t'as le bon formateur crypto alors que le pélo, ça fait peut-être un mois, il a fait un truc en crypto ou alors une fois, il a suivi quelqu'un et il se dit, vas-y, je suis chaud. Donc, il y a un truc qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est que là, pour le moment, c'est tranquille. Je suis light. Mais à partir du moment où le respect il se perd, un jour, on va venir en podcast différemment. Et le podcast qui viendra différemment, moi, je vais juste prendre une personne en face de moi. Je vais même mettre un avocat s'il le faut. Et on va parler français, on va dire des noms et on va remettre les choses au carré. Parce qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, encore moins quand c'est les clients qui comprennent rien encore à leur industrie, au trading et à comment les gens utilisent les mots pour parler du trading et vanter leur business. Parce que si les gens, ils aiment bien jouer sur la corde raide en disant « Vas-y, j'ai pas abusé, ou je peux me permettre ça », moi, je m'en bats les couilles. Je suis tout le temps à côté de la corde raide. Par contre, quand je viens dessus, c'est pas pour jouer à la corde raide. C'est je passe de l'autre côté direct et je te le fais savoir. Voilà comment je me positionne. Ça. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Tom. Il y a de plus en plus de personnes qui font du marketing relationnel. Il y a de plus en plus de personnes qui prospectent. Pas que juste pour des marketing relationnels, hein. Mais comme a dit Hugo, il y a de plus en plus de personnes qui vendent. Toi, aujourd'hui, je te prends un exemple pour nous. Quand on va prospecter, quand on va essayer de potentiellement vendre quelque chose, la plupart du temps, c'est pas des gros refus qu'on prend, tu vois. C'est quoi aujourd'hui les conseils que tu donnerais à une personne pour justement se démarquer de la masse? Un vrai conseil, c'est apprendre à vendre. C'est quelque chose de logique, mais en fait, le mot vendre, pour beaucoup de personnes, c'est péjoratif. Très péjoratif. C'est vrai. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est les gens... les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. Mais si aujourd'hui, tu apprends la compétence qui est de vendre, en fait, vendre, c'est donner ton avis, c'est comparer par rapport à ce que tu fais. Demain, tu as une femme, tu vas lui dire, ouais, on va dans tel pays plutôt que dans tel pays. C'est ta capacité à vendre. Demain, tu as tes enfants, tu vas les conseiller à faire telles études ou plutôt que telles études. Ça, c'est ta capacité à vendre. Et moi, je l'ai compris, du coup, ces dernières années, j'ai vraiment appris cette compétence de savoir vendre et ça aide en général. Donc, si je peux donner un vrai conseil, il y a le livre Vendre de Jordan Belfort qui est très simple à comprendre et qui est logique, mais c'est cette capacité à pouvoir le faire et avoir une vraie vision à ce que tu apportes à cette personne, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont vendre quelque chose pour faire de l'argent. Aujourd'hui, tu vends pas pour faire de l'argent. Tu vends parce que tu apportes quelque chose, tu apportes une idée. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Et après, je vais dire que c'est aussi le temps. Parce que moi, ça fait 5 ans que j'entreprends. Ça fait 5 ans que je me suis lancé dans cette industrie. C'est à ma 5e année que je suis le meilleur dans cette industrie aussi. Tu vas passer par n'importe quelle situation. Tu vas passer par beaucoup de choses qui vont te permettre de régler, en fait, comprendre la personne qui est en face de toi, comprendre la situation de cette personne, comprendre le moment où il faut permettre à cette personne de lui donner cette envie de pouvoir faire quelque chose. Enfin, c'est le temps qui va te permettre de te créer une certaine maturité, on va dire, dans la vente pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un si on en a besoin, vraiment. Ok, top. J'enchaîne directement avec toi, Hugo. Aujourd'hui, en 4 ans de business, si je dis pas de bêtises. 5 Dans un mois 5. Dans un mois 5, t'as créé beaucoup de success stories. Dans plusieurs domaines différents en plus. C'est ça le pire. Que ce soit dans le trading, la crypto-monnaie, le marketing relationnel, on parle pas juste de 5 chiffres là. Non, on parle de 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres. Comment t'arrives à garder la tête froide vis-à-vis de ça et pas te dire « je suis un monstre » ? Parce que j'ai vécu les bons côtés et surtout les très mauvais côtés. Tu peux pas réussir, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas réussir sans connaître vraiment l'échec. Et pour le coup, que ce soit dans le basket, et ça je l'avais connu bien avant l'entrepreneuriat, que ce soit dans le basket ou dans l'entrepreneuriat, tu peux pas monter très très haut sans connaître le très très bas. Et tu peux connaître le très très haut puis connaître le très très bas, ou alors tu peux connaître le très très bas avant d'aller très très haut. Moi j'ai eu les deux. Donc, ça veut dire que je connais les deux facettes. Forcément, à un moment donné, t'es obligé, quand tu réussis, au tout début, t'es obligé forcément de pas être prêt à réussir parce que tu rentres dans un état de vie que t'as jamais connu. Parce que tu sais pas ce que c'est que réussir. Tu sais ce que c'est que d'échouer, mais tu sais pas ce que c'est que réussir. Donc, il y a forcément un temps d'apprentissage également. Moi, je pense que t'apprends à réussir aussi. Échouer, ça prend pas parce que c'est inné chez tout le monde, parce que tout le monde échoue.
Mais réussir, je pense que ça s'apprend. Parce que c'est vraiment pas inné. Donc, je pense qu'en fait, je continue d'apprendre. 5 ans, pour moi, je dis toujours que je suis un bébé. J'ai mis 10 ans pour devenir basketteur professionnel. Donc, je pars du principe que je mettrai peut-être 10 ans à devenir un vrai entrepreneur. Je pense que là, je suis à la moitié. J'ai jamais été le plus talentueux, j'ai jamais été le plus intelligent. J'ai jamais été celui qui réussissait le plus rapidement. Mais par contre, j'ai jamais lâché quand je voulais quelque chose. J'ai peut-être mis plus de temps pour beaucoup de choses que d'autres personnes. Mais à la fin, je suis toujours celui qui est là quand même. Et là où d'autres ont réussi avant moi, quand moi je réussis, il y en a beaucoup qui ont réussi avant, qui ne sont plus là. Greg, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui n'ont pas confiance en elles? La réponse, elle va être simple. Aujourd'hui, si t'as pas confiance en toi, c'est pas quelque chose qui vient de tes gènes. C'est pas quelque chose qui vient de ta famille ou parce que ta mère ou ton père n'avait pas confiance en elle ou en lui. Ce que tu dois comprendre, c'est que il y a eu un moment dans ta vie où un événement qui t'a blessé. Peut-être une personne, je prends mon exemple. Moi, j'étais harcelé à l'école par rapport à mon physique. Le travail à faire actuellement, c'est déjà de pouvoir identifier cette blessure et je vais la métaphorer avec une cicatrice. Ça fait sûrement des mois, voire des années que t'es pas retourné sur cette cicatrice. Donc, trouve déjà cette cicatrice, cherche la chose ou les choses qui t'ont fait du mal. La deuxième chose, une fois que tu as trouvé cette cicatrice, il va falloir nettoyer cette cicatrice, puisque du coup, tu as laissé cette croûte et c'est en train de pourrir. Donc, comment nettoyer cette cicatrice? Soit te pardonner d'avoir accepté cette situation qui t'a fait du mal, soit de pouvoir pardonner la personne qui t'a fait du mal. Et je sais que c'est très dur, mais je t'assure que c'est les conseils qui sont donnés dans des livres dans ce domaine-là. La troisième étape, une fois que tu as enlevé, on va dire, cette croûte, que tu as nettoyée, et c'est la partie qui va faire le plus mal, il faut que tu mettes de la crème. Il faut que tu soignes cette blessure. Comment mettre de la crème? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est les affirmations positives. Ça veut dire le fait de pouvoir te répéter les choses de manière positive et de te dire, ok, j'ai confiance en moi. Et tu vas pas paraître con à le faire. Et même si tu parais con, on s'en fout. Tu as besoin d'avoir cette confiance en toi pour réussir. Le deuxième conseil que je peux t'apporter, c'est le fait de justement t'entourer de personnes qui vont te valoriser, qui vont pouvoir voir vraiment ta vraie valeur. Arrête de traîner avec des personnes par juste intérêt, peut-être financier et que sais-je, mais va traîner avec des personnes à haute valeur, qui vont pouvoir t'apporter ce que tu as besoin dans ta vie. Et le troisième conseil, et celui-ci aussi va faire mal, c'est de sortir de ta zone de confort, aller faire des choses qui te font peur. Il y a un exemple qui me fait du sens, c'est la personne aujourd'hui qui tombe à moto. Le meilleur conseil qu'on donne à ces personnes-là, quand tu tombes, c'est de remonter directement. Parce que sinon, tu vas te créer une sorte de traumatisme et qu'après, ça va te créer une peur de remonter sur la moto. Donc, là, pour le coup, tu as la peur de repartir dans cette zone d'inconfort. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une des choses qui fait le plus mal. Et moi, je prends un exemple, c'était parler en public, c'était impossible pour moi. J'avais peur du regard des autres. J'étais tout rouge, je bégayais, j'avais du mal à parler. Mais je l'ai fait. Parce que j'avais des personnes qui étaient là avec moi, qui m'ont aidé à avancer. C'est grâce à Hugo, mon mentor, qui m'a pris main dans la main et il m'a dit « Viens, on saute ensemble ». Et une fois qu'on l'a fait une première fois, tu peux le refaire des centaines et des centaines de fois. Donc voilà les conseils et comprendre, on va dire, d'une manière métaphorée, comment passer d'une personne qui n'a pas confiance en elle à comment elle peut évoluer. Et je me base pas juste sur du théorique, c'est des choses que j'ai appliquées dans ma vie et c'est en prenant du recul que je me suis dit, mais il y a tellement de personnes qui ont besoin de ça que je dois comprendre ce qui s'est passé pour moi. Guillaume, je peux te poser une question? Ça fait 5 ans maintenant que tu es dans le monde du MLM et en l'espace de 5 ans, tu t'es hissé à être connu aujourd'hui à hauteur européenne et même depuis cette année à hauteur mondiale. Pourtant, tu es la personne, je pense même dans le monde du MLM en France et en Europe, à qui on ne peut absolument rien reprocher. Comment tu expliques le fait que toi, tu as réussi à garder toutes tes valeurs là où d'autres entrepreneurs, peut-être à un moment donné, ont failli? Je pense que c'est une question d'éducation. En tout cas, je le dis dans mon cas, mes parents m'ont éduqué avec de très belles valeurs. Et il y en a plein qui ont même me donné le surnom de super-héros, de justicier à l'époque. Parce que pour moi, les valeurs passent avant tout le reste. Ça veut dire que je ne supporte pas le fait de voir des gens mentir et se faire passer pour des bonnes personnes. Ça m'horripile. Mais si je passais tout mon temps à essayer de dire qui ou quoi, je perdrais du temps.
Ok, mais j'ai une chose à dire déjà aux gens. Ne me faites pas confiance parce que je suis derrière un micro et que je raconte des choses. Si ça se trouve, je suis un baratineur. Donc, laissez-moi vous prouver quand on est en train de travailler ensemble ou autre que je suis bel et bien la personne que je dis. Et c'est une fois que je l'ai fait, vous allez vouloir travailler avec moi et la réalité, c'est que je vais pas vous dire oui pour autant. Vous allez devoir me prouver qu'on peut bosser ensemble. Parce que si vous devez vérifier, évidemment, je vais vérifier avec vous. Première chose. Et je suis quelqu'un de très dur en affaires. C'est comme, il y en a, ils vont écouter ce podcast, ils vont dire génial, on peut l'inviter. Mais je vais très probablement leur mettre un recal parce que j'ai aucune confiance en nous, qu'ils ont déjà brisé ma confiance depuis un moment. La deuxième chose, au-delà des valeurs, ça va être une question d'éthique. Je suis très croyant. Ça veut dire que je crois dans le bien, je crois dans le mal, je crois dans l'univers, je crois dans l'énergie et je crois dans Dieu. À partir de ce moment-là, je pense que quand je fais quelque chose de mal, ou que je pense à quelque chose de mal, je le ressens. Et je vois des gens, en réalité, qui n'ont l'air soit d'avoir aucune conscience, et il y en a réellement, c'est hallucinant parfois. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pareil, mais moi, je les appelle pas les entrepreneurs, je les appelle les scammers, leur heure viendra. Et il y a les personnes qui surfent, un coup ils font un truc bien, un coup ils font un truc mal, un coup ils font un truc bien, un coup ils font un truc mal. Je ne suis pas non plus comme ça. Et je pense que là où il y a des personnes qui étaient excellentes ou qui ont fait des très belles choses dans notre industrie, à un moment donné, ils ont oublié que la base de notre industrie, et je le conçois, elle est dure, c'est les gens avant l'argent. Ça veut dire que tu es toujours obligé de te demander comment tu peux faire valoriser le pouvoir de tes intentions envers les gens. Comment tu peux élever les gens, comment tu peux donner positivement aux gens. Tu dois tout le temps être dans ce questionnement de comment je peux aider, comment je peux servir. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils atteignent quelques petits résultats, à ce moment-là, ils oublient cet engagement, cette servitude, cette humilité. Ils se disent comment je peux me servir. Et il y en a, ça dépend des paliers. Parfois, c'est 100, 1000, 10 000, etc. Il y en a beaucoup qui, même à 10 000, s'oublient ou 5 000 ou même 50 000. Moi, je sais une chose. Je peux mourir dans cette industrie, ça ne change rien. J'ai pris un engagement moral. C'est une question de valeur. J'ai donné ma parole. Ça veut dire que des gens comptent sur moi, ont confiance en moi. Et je ne veux jamais trahir ça. Si je tombe, un jour, de n'importe quelle manière, c'est parce que j'ai chopé une tumeur, s'il le faut. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pas parce que j'ai abandonné les gens ou pas parce que je me suis abandonné. Et je répète tout le temps cette phrase. Tu peux t'abandonner avec moi, mais moi, je t'abandonnerai pas. Parce que moi, tous les jours, je continuerai à montrer l'exemple, à continuer de travailler sur mes réseaux sociaux, à continuer de travailler vis-à-vis de mon dev perso, de mon trading, de ma crypto, de tout ce que je fais, des formations que je vais donner et de mon agenda, comme si je venais de démarrer le business, parce que je n'ai pas d'autre moyen que de te montrer à quel point je suis sincère dans ma démarche. Peu importe que tu sois là-haut, si tu as oublié comment tu te comportais au premier jour, c'est que tu mérites plus d'y être. Et je pense que des gens ont failli à ce moment-là parce qu'arrivé à un certain niveau, ils ont eu le crâne qui a brûlé. Et je comprends, tu vois, la lumière, ça brûle, le succès, ça brûle, l'argent, ça brûle. Et ils se sont dit, ouais, en vrai, fuck. J'ai plus besoin de travailler, ou maintenant c'est les gens qui doivent le faire pour moi, ou je suis meilleur qu'eux, ou je vaux plus qu'eux, ou mon portefeuille est plus gros qu'eux. Et du coup, je ne les respecte plus. C'est là où tu te perds. L'humilité, la servitude, la gratitude, la sagesse, c'est la clé. Et je dis pas que je suis tout ça. Je dis que je travaille à continuellement rester engagé envers ça. C'est jamais facile. Mais il y a un livre qui s'appelle Plus malin que le diable. Il y en a un autre qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Et tous ceux qui ont un jour triché avec ça, soit ils se sont perdus, soit ils ont perdu tout le monde autour d'eux, soit un jour ils ont fait passer l'argent devant les gens. Et depuis ce jour-là, ils ont peut-être plus de matériel, mais ils ont perdu énormément du respect que les gens leur dévouaient et surtout du cœur qu'ils avaient. Et ces choses-là, dans cette vie ou dans l'autre, un jour tu le payeras. Et moi, je compte pas le payer parce que je compte aider. Tu sais, la plupart du temps, ces personnes dont on parle utilisent d'ailleurs ces deux livres, Plus malin que le diable et L'ego et l'ennemi. Ouais. Et tu sais, c'est ce qu'on appelle les dériveurs, ces personnes-là. C'est commence à faire des... Ça s'appelle comme ça ? Ouais, exact. C'est en gros, Dériveurs ? c'est les gens qui partent à la dérive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'enlever du droit chemin, tu vois. Ok. C'est plus ou moins ce qui est expliqué dans le livre. Non, plus mal que C'est-à-dire le diable. qu'ils décalent de leurs ok. principes. Ah, tu parlais de ça. Ok, oui. Ils décalent de leurs principes, ils décalent de leur vision, ils décalent de leur éthique, ils décalent de leur éducation. Et la plupart du temps, c'est même pas une question d'entourage, c'est juste dans leur tête. Finalement, c'est une pression qu'ils se mettent eux-mêmes et que, en essayant d'enlever cette pression-là, ils partent dans quelque chose qui est la plupart du temps illégal, pas éthique, etc., etc. Il y a des gens qui aiment franchir les limites. Hein. Et une fois les limites franchies, c'est une fois seulement qu'ils ont franchi la limite qu'ils se disent, cette fois, c'était trop loin.
Mais la réalité, c'est qu'ils savent, avant de la franchir, qu'ils vont la franchir. Et c'est ça où c'est pas possible. Tu veux dire quelque chose ? Pour ça, je pense que vous avez assez bien répondu. La question que j'ai envie de te poser, Tom, c'est qu'est-ce qui fait que t'as jamais abandonné, t'as jamais lâché le steak? En fait, je pense que ça part de très loin parce que vous me connaissez, hein, j'ai pas d'ego. J'ai zéro ego sur ça. Par contre, j'ai un ego personnel et je le dirai du coup à la fin. C'est qu'en fait, on a très peu cru en moi depuis petit. J'ai loupé mon brevet, j'ai jamais été très bon à l'école, j'ai jamais fait de sport, donc j'étais pas très bon dans beaucoup de choses. Et en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, parce que c'était un choix personnel de commencer l'entrepreneuriat, j'ai tout mon entourage qui a commencé soit à me critiquer, soit à ne pas croire en moi. Et c'est quelque chose que j'accepte parce que chacun peut faire quelque chose de totalement différent. Mais vu qu'à l'école, j'étais un peu le cancre et celui qui avait pas de bonnes notes, bah, tu te lances dans un business, bon, qu'est-ce que tu fais, mec? Genre, reste dans le droit chemin, tu vois. Et c'est ça qui a été compliqué pour moi. Et je pense que j'ai eu cet ego personnel de dire que si j'arrête, je donne raison à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Et je pense que sincèrement, ça a été le plus gros ego et que j'ai toujours. Hein, c'est que si j'abandonne ce que j'ai choisi personnellement, je donne raison sincèrement à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Donc je pense que c'est la chose qui m'a fait que je n'ai jamais abandonné et que j'en suis là, je pense, aujourd'hui. C'est fort. Du coup, Guillaume, moi j'ai une question pour toi. Juste avant, tu disais, quand il y a des personnes qui gagnent en trading, c'est qu'il y a des personnes qui soit n'ont pas d'opportunité, soit perdent parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne stratégie. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Parce que je trouve que c'est super intéressant. Ouais. En fait, justement, pour en revenir à ce qu'on disait, les gens dans les fameux extrêmes, quand ils commencent à vanter une stratégie miracle ou que c'est exceptionnel, etc., à un moment, ils vont commencer à utiliser cette sorte de magie qui n'existe pas pour faire penser aux gens que tu peux gagner 365 jours dans l'idée, hein, dans le cerveau. C'est pas ce qu'ils vont dire, mais c'est ce qu'ils vont laisser penser. 365 jours aux gens, ou alors que tout simplement chaque semaine, tu peux être sur la bonne stratégie ou autre, alors qu'on sait tous que ça n'est pas réel. Ça veut dire que il y a des mois, sur 12 mois, si en trading, tu gagnes déjà 9 ou 10 mois, c'est une année exceptionnelle. Si sur un mois, tu réussis 2 à 3 semaines sur 4, c'est un excellent mois. Et c'est là où je veux en venir. Parfois, tu vas gagner 2 semaines. Et je pense qu'un très bon trader, sur une semaine, il est très vite capable de sonder le marché, de sentir que le vent a tourné, que ses setups ne réagissent plus, que les endroits où il aime se placer en trading ne sont pas réactifs, voire se font défoncer. Et à ce moment-là, la force, je pense vraiment, c'est de se dire que peut-être fondamentalement ou techniquement, quelque chose est en train de changer et d'arrêter en 1 ou 2 journées de perte ou en 2 ou 4% par exemple de perte, ce qui est déjà colossal par rapport à certains capitaux, de se dire ne pas trader. C'est aussi trader. J'ai été en abondance pendant 1 à 2 semaines ou pendant plusieurs jours. À ce moment-là, si j'étais en train de gagner, c'est que quelqu'un qui espérait l'inverse a perdu. Si ces personnes sont aujourd'hui justement en train de prendre leur temps et de gagner, c'est que le marché va les récompenser et va liquider les personnes qui, comme moi, ont gagné pendant trop de temps, sont devenus trop confiants et ne sont pas capables de s'arrêter. Et si tu comprends ça, tu comprends la puissance de ne pas trader, c'est aussi trader, mais quand c'est ton temps, tu dois pas avoir peur, tu dois l'optimiser. Bon, eh ben messieurs, on est à la fin de ce premier podcast pour nous tous. Moi, je vous remercie parce que c'est un pourquoi de réaliser que je vais pouvoir cocher en rentrant chez moi. Puis aujourd'hui, c'est pas juste des collaborateurs que j'ai avec moi autour de cet endroit, de ce moment. C'est la famille, c'est les frères que j'ai jamais eus. Donc honnêtement, merci les gars. C'était un réel plaisir de le faire tous ensemble. Merci à toi. Merci à toi, Greg. Ça a été un plaisir. C'était la première que j'ai acceptée. Je ne sais pas si j'en referai, honnêtement. Peut-être. Maintenant, si je peux dire quelque chose vis-à-vis de ça, c'est pas parce que tu as un gros micro que tu as un gros cerveau. C'est pas parce que tu te dis que tu as une grande évolution qu'en réalité, elle est légitime. Ça peut très bien être du baratin. Donc, le seul moyen de se faire un vrai avis, c'est de se faire votre propre avis. Soyez toujours sceptique et souvenez-vous que le business de certains, c'est vanter les peurs ou les faiblesses que vous avez à un instant T pour vanter des mérites ou alors des succès qu'ils n'ont peut-être jamais. Merci pour l'invitation. Bon, moi aussi, c'était un pourquoi que je voulais réaliser. Donc, c'est chose faite. Et je pense que pour conclure, moi, je dirais juste ne croyez pas ce que les gens disent, regardez ce que les gens font. Merci à vous. Sincèrement, je pense que même tout seul, ça n'aurait pas été pareil, ou à 2 ou à 3. Non, c'est nous 4 et je pense que c'est le but un petit peu de ça. Et j'espère que ça pourra aider des personnes.
c'est-à-dire s'investir à écouter ce podcast-là pour s'éduquer, pour s'informer ou même se développer le matin dans les transports. Je trouve ça intéressant. Et j'ai réalisé aussi un objectif que je trouve ça cool de pouvoir le faire avec vous. Merci à vous, je vous comprends et je vous connais déjà depuis plus de 5 ans pour certains. Donc c'est juste fou de ce qu'on est en train de créer. Et si je peux donner un conseil aux personnes, c'est que si tu veux atteindre un certain résultat et te retrouver à faire des podcasts avec des entrepreneurs, bah, tu n'abandonnes jamais parce qu'il y aura des moments qui sont très compliqués dans ta vie et ça, tu peux en être sûr. Mais sachez une chose, c'est que les personnes qui réussissent sont toujours les personnes qui vont toujours faire une fois de plus les choses sans jamais abandonner. Spartiate Circle, épisode 1, c'est terminé. Merci à vous.